Ils ont tout ce que le monde admire. La réussite, l'argent, l'influence. Leurs noms sont applaudis, leurs visages sont admirés, leurs vies sont enviées. Mais ce que personne ne vous montre, c'est ce qu'ils ont dû perdre pour arriver là. Nelson Mandela a sacrifié 27 ans de sa vie. Steve Jobs a compris trop tard que l'argent ne rachète ni le temps ni la paix. Michael Jordan a régné sur le sport, mais a vécu enfermé dans une solitude obsédante. Cette vidéo ne parle pas de succès, elle parle du prix réel de la grandeur, et surtout d'une question que peu osent se poser. Jusqu'où serais-tu prêt à aller et qu'es-tu prêt à sacrifier pour gagner? Depuis toujours, on nous vend la réussite comme un paradis, un endroit lumineux où les problèmes disparaissent, un sommet où l'on respire enfin, libéré du manque, du doute et de la peur. On nous dit « travaille dur, réussis et tu seras heureux ». Comme si le succès était une destination finale, comme si, une fois arrivé, tout devenait simple. Mais ce récit est incomplet et surtout dangereux. Car le succès n'est pas ce que l'on croit. Il ne guérit pas, il ne comble pas, il ne sauve pas, il révèle. Pourquoi est-il vendu comme un paradis? Parce que c'est plus facile à faire rêver que la vérité. Parce qu'une société a besoin de promesses pour avancer. Parce que montrer les sacrifices réels ferait hésiter trop de monde. Alors, on montre les trophées, jamais les nuits blanches. On montre la reconnaissance, jamais la solitude. On montre la victoire, jamais le vide qui suit. Jim Carrey, au sommet de sa gloire, a prononcé une phrase que peu aiment entendre. I wish everyone could get rich and famous, so they'd know it's not the answer. Ce n'est pas une phrase amère, c'est une phrase lucide. Car une fois que tout est possible, une question demeure. Et maintenant? Le succès enlève les excuses, il retire les masques, il laisse l'individu seul face à ce qu'il est vraiment. Beaucoup pensent courir après la réussite. En réalité, ils courent pour ne pas s'arrêter. Car s'arrêter, c'est écouter. Et écouter, c'est parfois entendre un vide qu'on fuyait depuis longtemps. Le mensonge du succès, c'est de faire croire qu'il est une récompense, alors qu'il est souvent une épreuve. Une épreuve de cohérence, une épreuve d'identité, une épreuve intérieure. Plus tu montes, plus tu dois être solide. Car au sommet, il n'y a plus de bruit pour te distraire, plus d'objectifs pour te cacher, plus d'excuses pour te protéger. Seulement toi et ce que tu as construit à l'intérieur. Certains s'effondrent à cet instant, non pas parce qu'ils ont échoué, mais parce qu'ils ont réussi sans se préparer à ce que la réussite exige. Alors, une question commence à se former, une question que peu osent regarder en face. Et si le succès n'était pas la récompense, mais le test final? Il existe une vérité que l'on découvre seulement en montant. Une vérité que personne n'affiche sur les podiums. Une vérité que l'on apprend quand le bruit diminue. Plus tu montes, moins il y a de mains pour te tenir. Michael Jordan le savait, mais peu ont réellement compris ce que cela lui a coûté. Derrière les titres, les records et les victoires mythiques, Jordan vivait dans un isolement presque total. Il ne faisait confiance à personne. Chaque coéquipier était à la fois un allié et une menace potentielle. Chaque entraînement devenait une guerre intérieure. Il ne cherchait pas seulement à gagner contre les autres, mais à ne jamais être rattrapé. Ce niveau d'exigence avait un prix. Il dormait peu, il s'isolait volontairement, il cultivait une obsession permanente de la domination au point de transformer la moindre remarque en carburant mental. Ce n'était pas de la haine, c'était de la peur de descendre, la peur de perdre ce qu'il avait mis toute une vie à bâtir. Au sommet, la chute semble toujours plus proche. Serena Williams, elle, a longtemps porté un autre type de solitude, une solitude plus silencieuse, plus lourde. Des années après ses plus grandes victoires, elle confiait ressentir une pression mentale constante, même loin des cours. Chaque match n'était pas seulement un affrontement sportif, mais un combat contre l'attente du monde, contre les jugements, contre l'idée qu'elle devait toujours être invincible. La solitude de Serena n'était pas l'absence de personne autour d'elle, c'était l'impossibilité de montrer la fatigue, de douter, de faiblir. Car au sommet, on ne te demande pas d'être humain, on te demande d'être une image.
Michael Jordan et Serena Williams n'ont pas souffert par manque de succès. Ils ont souffert parce que le succès exige une posture permanente, une vigilance constante, un contrôle de soi épuisant. La solitude des sommets n'est pas géographique, elle est intérieure. Quand tu montes, les encouragements deviennent des attentes, les soutiens deviennent des observateurs, et les mains tendues se retirent peu à peu. Non pas par cruauté, mais parce que peu peuvent suivre cette altitude. C'est ici que beaucoup décrochent intérieurement, pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils n'avaient jamais appris à être seuls avec leurs propres exigences. La vérité est simple, mais brutale. Plus tu montes, moins il y a de mains pour te tenir. Alors soit tu développes une force intérieure silencieuse, soit tu t'effondres sous le poids de ta propre ascension. Et c'est précisément à cet endroit que la grandeur cesse d'être glamour et commence à devenir une épreuve. On parle souvent de ce qu'ils ont gagné, rarement de ce qu'ils ont perdu, car le succès ne prend jamais sans demander quelque chose en retour. Il prélève, silencieusement, méthodiquement. Famille, santé, amour, paix intérieure. Derrière chaque trajectoire exceptionnelle, il y a une addition invisible. Steve Jobs l'a compris trop tard. À la fin de sa vie, affaibli par la maladie, il confiait une vérité que peu de médias ont réellement mise en avant, que toute la richesse accumulée devenait soudainement insignifiante face à la mort, et que les choses vraiment importantes n'étaient ni les produits, ni les succès, ni l'héritage public, mais les liens humains qu'il n'avait pas assez protégés. Il ne parlait pas comme un milliardaire, il parlait comme un homme qui voyait enfin clair. La réussite lui avait tout donné. Et tout pris à la fois. Combien de dîners manqués, combien de moments jamais vécus, combien de relations sacrifiées au nom d'une vision, d'un objectif, d'un futur idéalisé. La vérité est inconfortable. Le succès exige souvent que tu deviennes indisponible à la vie ordinaire. Michael Jordan a perdu des années de relations normales. Serena Williams a porté des douleurs physiques et mentales longtemps tues. Steve Jobs a gagné le monde, mais a perdu du temps qu'aucune fortune ne peut racheter. Et ce schéma se répète, encore et encore. Le succès te demande de choisir, chaque jour, entre présence et performance, entre paix et progression, entre être aimé et être admiré. Personne ne te le dit clairement au départ. On te montre les sommets, jamais le prix du sentier. Car une fois lancé, il devient difficile de faire demi-tour. L'identité se confond avec la réussite. L'arrêt ressemble à un échec, le repos devient une menace. Alors beaucoup continuent, même fatigués, même vides, même blessé. Ce chapitre n'est pas là pour condamner l'ambition, il est là pour révéler son vrai visage. Gagner n'est pas gratuit, et chaque victoire cache un renoncement. La seule vraie question n'est donc pas « comment réussir ?», mais celle-ci, beaucoup plus dérangeante. Et toi, qu'es-tu prêt à perdre pour gagner? Si cette question résonne en toi, si elle te met mal à l'aise, c'est peut-être qu'il est temps de ne plus consommer ce contenu comme un simple spectateur, mais comme quelqu'un qui avance consciemment. La suite va aller encore plus loin, parce que certains ont compris trop tard que le vrai combat ne se joue pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. La force que personne ne voit. La vraie force ne fait pas de bruit. Elle ne s'annonce pas. Elle ne cherche ni applaudissements ni validation. Elle se construit loin des regards, dans des moments que personne ne filme. Nelson Mandela n'est pas devenu un symbole par la colère. Il est devenu par une discipline intérieure presque inhumaine. 27 années d'enfermement. Pas seulement derrière des barreaux, mais face à lui-même. Chaque jour, il aurait pu nourrir la haine. Chaque jour, il a choisi la maîtrise. Sa force n'était pas spectaculaire, elle était invisible. Tenir quand tout pousse à se briser, se taire quand l'ego réclame vengeance, attendre quand l'impatience pourrait tout détruire. Kobe Bryant incarnait une autre forme de cette même force, pas celle du talent brut, mais celle de la répétition silencieuse. Se lever avant l'aube, s'entraîner quand les autres dorment, recommencer quand le corps crie stop. Ce que le public voyait, c'était la performance. Ce qu'il ne voyait pas, c'était la solitude, l'obsession, la douleur acceptée volontairement. Kobe ne cherchait pas à être admiré, il cherchait à être irréprochable envers lui-même. Et puis il y a Elon Musk, souvent caricaturé, souvent glorifié, rarement compris. Son parcours n'est pas un conte de fées, c'est une succession de pressions extrêmes, de risques assumés, de nuits sans sommeil, de décisions prises dans l'angoisse totale de l'échec. Il a frôlé la faillite, il a douté, il a encaissé des critiques massives, et pourtant il a continué. Pas par héroïsme, mais par endurance mentale. Ces trajectoires ont un point commun. Aucune n'est confortable. Aucune n'est glamour de l'intérieur. La discipline silencieuse, c'est faire ce qui doit être fait quand personne ne regarde. La souffrance invisible, c'est avancer, même quand il n'y a ni certitude, ni reconnaissance.
La vraie force ne se manifeste pas dans les moments de victoire, elle se révèle dans la constance, dans la capacité à rester debout sans public, à rester fidèle à une ligne intérieure quand tout pousse à l'abandon. Ce monde admire le bruit, mais ce sont les silencieux qui construisent. Ceux qui acceptent de souffrir sans se plaindre, de travailler sans être vus, de progresser sans être célébrés. Parce qu'ils ont compris une chose essentielle, la force la plus puissante n'est pas celle qui impressionne, mais celle qui dure. Et si tu es encore là, à écouter, à réfléchir, à douter peut-être, alors c'est que cette force existe déjà en toi, discrète, invisible, mais réelle. La question n'est plus de savoir si tu l'as, mais si tu es prêt à l'activer. Le moment de rupture. Il y a un instant que personne n'anticipe vraiment. Un point précis où tout ce qui semblait solide commence à céder. Ce n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est un matin banal. Parfois, c'est une fatigue qui ne disparaît plus. Parfois, c'est un silence intérieur plus lourd que le bruit du monde. C'est le moment de rupture. Le burn-out ne prévient pas. Il s'installe lentement comme une corrosion invisible. On continue d'avancer, par habitude, par fierté, par peur de décevoir, jusqu'au jour où le corps dit non, jusqu'au jour où l'esprit lâche. Les chutes publiques choquent parce qu'elles brisent une illusion, celle de l'invincibilité. Heath Ledger était admiré, talentueux, reconnu. Mais derrière les rôles, il luttait contre une tempête intérieure que peu percevaient. Il avait confié avec une lucidité troublante qu'il dormait à peine, que son esprit ne s'arrêtait jamais. Le monde voyait un acteur au sommet, lui vivait un combat permanent. Anthony Bourdain, lui, semblait avoir tout compris de la vie. Voyage, succès, liberté apparente. Et pourtant, il a un jour écrit cette phrase glaçante, trop peu citée. I understand there's a guy inside me who wants to lay in bed, smoke weed all day and watch cartoons, but I don't let him. Il parlait de discipline, mais aussi d'une lutte intérieure constante. Car même quand tout va bien à l'extérieur, certaines batailles continuent à l'intérieur. Ces histoires ne sont pas racontées pour choquer, elles sont racontées pour rappeler une vérité inconfortable. Le succès ne protège pas de l'effondrement. Il peut même l'accélérer. Quand tout repose sur toi, quand tu deviens un symbole, quand tu n'as plus le droit de faillir, la pression devient un poids écrasant. Et c'est là que le récit bascule. Car au moment de rupture, il n'y a que deux chemins. Soit on se brise, soit on se transforme. La rupture peut détruire, mais elle peut aussi révéler. Certains s'effondrent parce qu'ils refusent de ralentir, d'autres renaissent parce qu'ils acceptent enfin d'écouter. Ce n'est pas la chute qui définit un être humain, c'est ce qu'il décide d'en faire. Le moment de rupture n'est pas une fin, c'est un seuil. Un passage brutal entre l'illusion de contrôle et la vérité intérieure. Et si tu traverses ce moment en ce moment même, si tu te reconnais dans cette fatigue, dans ce doute, dans cette pression, sache une chose, tu n'es pas faible. Tu es à l'endroit exact où naissent les transformations réelles. La question n'est plus « pourquoi moi ?». La vraie question est « qui vais-je devenir après ?» Réussir sans se perdre. Il arrive un moment, après la chute, après la fatigue, après le doute, où une question s'impose enfin, simple et brutale. À quoi bon réussir si c'est au prix de soi-même ? Longtemps, le succès a été défini par des chiffres, des trophées, des applaudissements, des preuves visibles, mesurables, comparables. Mais ceux qui sont allés au bout du chemin le savent, ce modèle est incomplet et parfois dangereux. Car on peut gagner le monde et perdre son centre. Réussir sans se perdre commence par une redéfinition radicale. Le succès n'est plus une conquête extérieure, il devient une cohérence intérieure. Ce n'est plus « jusqu'où puis-je aller ?», mais « qui suis-je en train de devenir pendant que j'avance ?» Les véritables esprits vainqueurs ne sont pas ceux qui brillent le plus fort, ce sont ceux qui tiennent debout dans l'ombre, ceux qui savent dire non, ceux qui avancent sans renier leurs valeurs, ceux qui construisent sans se détruire.
La puissance intérieure dépasse toujours la reconnaissance extérieure, parce que la reconnaissance dépend des autres, alors que la puissance intérieure dépend de ton alignement. Quand tu es aligné, tu n'as plus besoin de prouver, tu n'as plus besoin de forcer. Tu progresses avec calme, avec clarté, avec constance. C'est une force silencieuse, invisible au regard pressé, mais indestructible. Réussir sans se perdre, c'est accepter que certains ne comprendront pas ton rythme, que d'autres se moqueront de ta discrétion, que le monde adore le spectaculaire, mais ignore la profondeur. Et pourtant, c'est là que tout se joue, car la vraie victoire n'est pas d'écraser, ce n'est pas de dominer, ce n'est pas de posséder. La vraie victoire, c'est de rester entier, de traverser les tempêtes sans abandonner son axe, de grandir sans durcir son cœur, de gagner sans se vider. C'est cette victoire-là que personne ne peut enlever. Esprit vainqueur, ce n'est pas un slogan, c'est une posture intérieure, un engagement silencieux envers soi-même. Et si tu es encore là, à écouter jusqu'au bout, ce n'est pas un hasard, c'est que ce chemin te parle, c'est que quelque chose en toi refuse de vivre en surface. C'est que tu as compris que la réussite la plus rare est celle qui te permet de te regarder sans détour. La vraie victoire, ce n'est pas de conquérir le monde, c'est de ne pas y perdre. Et si tu veux continuer ce chemin intérieur, si tu veux avancer avec lucidité, force et profondeur, alors reste ici. Abonne-toi, non pas pour consommer du contenu, mais pour nourrir ce qui en toi refuse de s'éteindre. Parce que les esprits vainqueurs ne cherchent pas le bruit, ils cherchent la vérité.